Monsieur Longuet, le ministre de la Défense, dit qu'il y a des images de part et d'autre, elles seront diffusées, ces images. On verra bien que ça n'est pas un soldat français qui met la main de toute physiquement, manière, cette défense me paraît dérisoire, même si ce n'est pas les Français. C'est eux qui ont détruit la présidence. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire. Bon. C'est le type qui dit « Moi, je n'ai pas retiré la culotte de la fille qui a été violée. Bon, oui, mais c'est toi qui lui tenais les bras. C'est audacieux comme comparaison, non? Pardon? C'est audacieux comme comparaison. C'est un viol? On a violé la Côte d'Ivoire? Bien sûr, on a violé la constitution de la Côte d'Ivoire. On a violé l'indépendance d'un État. On s'est comporté comme au 19e siècle. Il est vrai qu'actuellement, le gouvernement français juge de l'univers entier. Le Conseil constitutionnel à Abidjan a pris une décision. Il n'a pas d'autorité. La Cour suprême à Mexico prend une décision concernant une Française en prison. Madame Alliot-Marie, dont la réputation d'intégrité morale, l'autorité morale est incontestable, déclare que cette décision est inique. Mais nous sommes en pleine folie. Elle a dit c'est un déni de justice, en effet. Nous sommes en pleine folie. Oui. Écoutez ce que dit François Barouin, le porte-parole du gouvernement, parce que l'accusation sous-jacente, évidemment, que vous êtes en train de porter, c'est le retour de la France-Afrique. Elle est même à peine sous-jacente, pour être honnête dans vos propos. Sous-jacente, elle est explicite. Elle est explicite. Écoutez la réponse du porte-parole du gouvernement, c'était ce matin. La France a été, je pense, de mon point de vue et du point de vue de tous les observateurs, absolument remarquable et inattaquable, qu'on le veuille ou non. C'est pas parce qu'elle est attaquée par Madame Duflot qui semble verser des larmes de crocodile sur la disparition de Monsieur Gbagbo. Ou Monsieur Drey, par exemple, qui parle de France-Afrique. Mais c'est inacceptable. C'est un peu procéder à une méthode de crachat vertical et ça retombe sur l'image de son propre pays. La France a souhaité le processus démocratique. Vous êtes un adepte du crachat vertical ? Moi, là, je ne rentre pas dans cette polémique. Seuls les gens dans une situation désespérée, voulant cacher la vérité, peuvent polémiquer de cette manière. Je dis simplement que le chef de l'État en Côte d'Ivoire, qu'on l'approuve ou qu'on l'approuve pas, a été renversé à la suite d'une attaque des troupes françaises. Battu lors des élections. D'une attaque des troupes françaises. Ouais. Et que la France se mêle de contrôler si les élections sont bien en Côte d'Ivoire, si la justice fonctionne bien à Mexico. C'est délirant. Le fait que tout ça soit sous un mandat de l'ONU, des Nations Unies. Oui, mais l'ONU, c'est un pays, c'est une organisation qui... Le fait que l'ensemble de la communauté internationale ait reconnu la validité de cette élection ne vous effleure pas. Pas l'ensemble. Bon. L'Afrique du Sud est réticente, l'Angola est réticent, la Russie est réticente, l'Inde est réticente. Bon. Et d'autre part, l'ONU, pendant 15 ans, a ignoré l'existence d'1 milliard de Chinois. Vous dites, je l'ai lu, la France aide et inspire, c'est le patron. Oui, bien sûr. Ouais. Qui est le patron, là? Nicolas Sarkozy? La France est le patron, M. Ouattara, c'est l'exécutant. La France est le patron. Oui. Nicolas Sarkozy est le patron de Ouattara? Oui. Sans doute, oui. D'ailleurs, c'est un fait, on le dit dans les journaux. M. Sarkozy téléphone à Ouattara en disant il faut faire ceci, il faut faire cela. Et Ouattara doit répondre oui, patron. Vous pensez? Moi, ça se passe encore comme ça? Vous ne faites pas beaucoup de crédit à M. Ouattara? Quand même un homme politique qui a été formé dans des universités américaines, qui a travaillé longtemps au FMI. Écoutez, les gens formés dans les universités américaines, je ne vois pas du tout que ce soit un certificat de bonne conduite. Je n'ai pas dit ça. Je dis que ce n'est pas un benet, M. Ouattara. Non. Non. Mais pour être obéissant, on n'a pas besoin d'être un benet. Un polytechnicien peut être un homme faible et un illettré, un type avec du courage. Qu'est-ce qui motive la France pour vous dans cette affaire? C'est la question que je me pose. Parce que si je suis allé là-bas en décembre avec M. Roland Dumas, comme vous le rappeliez, c'était parce qu'on ne comprenait pas pourquoi la France se mêlait de ce contentieux électoral, se disputait avec un gouvernement, alors que Total a le pétrole, Bouygues a l'eau, Bolloré a le port, et qu'il y a 12 500 Français qui vivent comme des coqs en pâte à Abidjan. La démocratie, peut-être? Vous croyez que la France se bat pour la démocratie? Alors pourquoi elle ne va pas à Bahreïn, où on tue les chiites? Vous pensez qu'on a la démocratie sélective? Bien sûr. Ouais. Vous comprenez qu'il y a des Français qui sont fiers du rôle qu'a joué la France dans cette affaire-là? Vous comprenez qu'il y a sans doute ce soir, en nous regardant, des gens qui se disent « mais non, on a bien fait d'y aller ». Je crois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui disent « qu'est-ce qu'on fout là-bas » Qu'est-ce qu'on fout? Vraiment? Oui, je suis persuadé que beaucoup de Français disent « qu'est-ce qu'on fait là-bas » Et si jamais des Français sont tués, alors là, ça sera encore plus d'indignation. Vous agitez la menace, finalement? Je n'agite rien du tout, je constate simplement, quand les gens jouent avec des allumettes, je dis vous allez mettre le feu, c'est pas une menace. Vous avez inventé un concept en matière de défense, qui s'appelle la défense de rupture. Oui. La défense de rupture. Le mot rupture est employé par des hommes politiques d'ailleurs à ma suite. Il me semble.
qui consiste à accuser l'accusateur en prenant à témoin l'opinion publique. Oui. Est-ce que ça n'a pas trouvé sa limite dans cette affaire-là? Je ne crois pas. Est-ce que vous pourrez continuer Écoutez, comme ça à régler vos affaires avec la France? Parce que quand vous voyez, monsieur, en Tunisie, le gouvernement a été renversé par une marée populaire. Malgré l'aide que Mme Alliot-Marie, que la France, l'aide policière proposée à M. Ben Ali. En Égypte, le gouvernement a été renversé par une marée populaire. Il n'y a pas une marée populaire pour porter M. Ouattara au pouvoir. C'est une armée équipée par l'étranger, la France, conseillée par des conseillers français. Et quand ils sont arrivés dans une ville, une grande ville peuplée, alors là, ça a été l'échec. Et là, on a appelé le protecteur en disant viens à la rescousse, on n'arrive pas. On ne vous fera pas changer d'avis. Merci d'avoir été notre invité, Jacques Vergès. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tout de suite, vous retrouvez Yves Calvi pour C'est dans l'air, une affaire qui vous passionnera également, Renault et les espions imaginaires. Monsieur Ziegler, on sait que Laurent Gbagbo voulait abandonner le franc CFA. Oui. Qu'il avait commencé à importer des machines pour battre monnaie. Quelle est votre opinion là-dessus? On sait que vous avez préfacé le livre de Nicolas Gbagbo, le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. C'est d'abord, c'est ma préface, mais enfin, il faut parler du livre, parce que le livre est vraiment excellent. Hein. Et il pose, c'est un des très rares ouvrages universitaires scientifiques qui pose la vraie question, est-ce qu'on peut être indépendant quand sa monnaie est gérée par l'ancien colonisateur, qui est le néocolonisateur? Évidemment, on ne peut pas. Alors, il avait, lui, essayé de sortir de la zone CFA. Les résistances étaient beaucoup trop violentes, puisqu'il y a cette banque transnationale des pays de la CEDEAO, qui a un grand pouvoir de nuisance. Il a abandonné. Mais je voulais donner un autre exemple. Je me souviens, il est venu à Genève en février 2002. Laurent Gbagbo était à Genève, relativement incognito, enfin c'était un voyage pas du tout officiel. Il est venu voir l'Organisation mondiale de la santé, puisque, et je me souviens très très bien, on a discuté le soir dans sa chambre, et il me dit, je veux introduire en Afrique maintenant la première assurance maladie généralisée. Puisqu'il y a le sida, puisqu'il y a les maladies de la faim, puisqu'il y a le non-mal, le quagiorcor, etc., il faut que nous créions, il était au pouvoir depuis deux ans, que nous créions une assurance maladie généralisée. Et je me souviens comme si c'était hier, il m'a dit, tu verras, la réaction va être terrible, puisque les trusts pharmaceutiques français et autres, mais surtout français, avaient en main totalement les services de la santé, et dictaient le prix, évidemment, en Côte d'Ivoire. Et il était venu à Genève pour discuter avec l'Organisation mondiale de la santé d'une aide, d'une coopération, d'une assistance dans ce moment de réforme essentielle. Et en effet, ça c'était février 2002, quelques mois après, comme par miracle, tentative du coup d'État qui aurait presque réussi, mais qui a abouti en tout cas à la partition de fait du pays, quand même, et qui a rendu impossible toutes les réformes, un pays divisé, où la souveraineté est contestée de l'intérieur même, qui a rendu pratiquement impossible toutes les réformes fondamentales bénéfiques que Laurent Gbagbo s'était proposé d'entreprendre. Je trouve très bien ce que vous faites parce que la machine idéologique sarkozyste a complètement perverti la réalité, l'a médiatisé d'une façon totalement pervertie. C'est incroyable comme manipulation. C'est une insulte pour la raison.